Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast autour de la thématique de la première fois. Je suis Hervé Van Rijn, fondateur du groupe RH Performance, spécialisé dans le recrutement, la formation, le coaching, le team building et l'outplacement. Et j'ai le plaisir d'animer ce second podcast en compagnie de Nicolas Delbecq. Bonjour Salut Nicolas, Hervé. comment vas-tu ? Eh ben écoute, je vais très bien. Alors j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas. Nicolas fait partie de cette belle rencontre de ces dernières années. Un camarade que j'ai rencontré au sein d'une association d'entrepreneurs qui s'appelle l'APM. Alors Nicolas pourra vous parler de vous, mais je le vois comme un serial entrepreneur, quelqu'un qui amène de l'innovation dans son entreprise, qui a une proximité avec ses clients et ses collaborateurs, etc., etc. Avant d'aller plus loin, Nicolas, est-ce que tu souhaites rajouter un petit quelque chose sur cette courte présentation ? Écoutez, je la trouve vraiment très bien, mais je suis aussi un papa de 2 enfants et un mari aimant, j'espère, pour Ouais. dire qu'on a 2 vies, notre vie d'entrepreneur et l'autre. Eh bien, tu pourras nous en parler. Alors, on a tradition au sein de ma première fois, c'est de te proposer un joker. Mhm. Le joker, il sert à quoi ? C'est si à un moment ou à un autre, il y a une question à laquelle tu ne souhaitais pas répondre, tu peux utiliser ce joker. Est-ce que ce joker, tu souhaites l'utiliser ? Est-ce que tu souhaites en avoir un ? Eh bien écoutez, je garde en suspens ce joker que probablement je n'utiliserai pas. Super. Avant de démarrer, Nicolas, est-ce qu'il y a un dirigeant, un chef d'entreprise qui t'a inspiré ou qui t'inspire aujourd'hui ? Ah, c'est une très bonne question. Il y en a beaucoup qui m'ont inspiré et ça change, je pense, à différents moments de la vie d'entrepreneur. Moi, j'ai pas fait d'école de commerce ou de management. J'ai vraiment appris mon métier de zéro. Et tu as cité l'APM tout à l'heure. J'ai fait beaucoup de rencontres à l'APM et du coup, j'ai envie de citer Jean-François Lepoutre, qui est en retraite aujourd'hui, mais qui était le dirigeant de Calimétrie, une boîte assez importante dans notre région, et qui est mon parrain, qui m'a fait rentrer et découvrir l'APM. Et je pense que c'est un peu grâce à lui que j'ai fait ce que j'estimais être mon école de dirigeant en formation continue, qu'est l'APM. Donc ouais, j'ai une belle pensée pour lui. Et puis ce qu'il a monté, cette boîte Calimétrie, c'est absolument incroyable. Eh bien, tu pourras lui partager le podcast. C'est peut-être une première transition sur cette première question que j'avais envie de te poser, et peut-être que tu as déjà donné la réponse. C'est qui la première personne qui t'a donné envie de créer ton entreprise, de te lancer dans l'entrepreneuriat, de se lancer dans ce parcours de vie professionnelle ? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que c'est mon ancien patron. Quand Ouais. j'ai été salarié du groupe La Voix du Nord pour la chaîne de télé Mhm. qui s'appelle WEO, la chaîne régionale. Et j'avais comme patron Jean-Michel Lebris, qui est toujours le patron de WEO. Et je pense que c'est lui qui m'a donné envie d'entreprendre, notamment parce qu'il animait une émission qui s'appelle Eco Co. Et que je réalisais, parce que j'étais le réalisateur vidéo de la chaîne. Ça m'a fait découvrir le monde de l'entrepreneuriat et ça m'a vraiment donné envie de créer. Mais pas pour le côté je suis patron, pour le côté j'ai la liberté d'entreprendre et de mener les projets à bien comme je l'entends. Tu emploies un mot qui est très fort dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est la liberté Mmh. d'entreprendre. Est-ce que c'est la raison ou l'une des raisons pour laquelle tu t'es lancé ? Oui, je pense. J'avais viscéralement besoin de pouvoir me réveiller avec une idée, tester, échouer, recommencer, retester. Et puis, il y en a une qui réussira bien. Et puis, ce côté aussi où c'est jamais un acquis, quoi. On est un peu en test and learn permanent. On se met en risque et puis de temps en temps, on se met en succès. Et on assume pleinement tout ce que l'on fait. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. À aucun moment, on peut se désolidariser de son projet. Ben non, il fait presque partie de soi. Et même si on essaye de faire un peu la distinction entre soi-même et son entreprise, moi, je pense quand même qu'il y a une part des deux qui sont intimement liées. Mais je trouve ça extrêmement beau de pouvoir, jusqu'où on le souhaite, mener un projet, jusqu'à même avoir le choix de l'arrêter s'il ne nous convient plus, et d'en faire un autre. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Je refais un petit voyage en arrière. Cette envie, ce déclic entrepreneurial, cette première envie, elle date de quand ? Ça date de 2012. Je pense que ça faisait 3 ans que j'étais salarié Donc 2012, tu chez es WEO. salarié
chez Ouais, Weo, c'est ouais. ça, chez Weo À à quel Lille. moment il t'a ce déclic où tu te dis, Mm. mon futur professionnel, Mm. il passera par l'entrepreneuriat? Ouais, alors je pense que j'étais en train de travailler sur un tournage avec Benjamin, que je me dois de citer puisque c'est mon associé actuel. Benjamin et moi, on se connaît depuis le lycée et on a fait tous les deux des études d'audiovisuel. Donc on a toujours été collègues quelque part. Euh, et en partant à deux faire un tournage, je pense qu'on se mettait à rêver d'avoir notre propre matériel, notre propre car régie, faire nos propres productions, nos propres vidéos. Donc les idées ont commencé comme ça à germer. Et on a retrouvé, à ce moment-là, un document dans le fin fond de notre disque dur ou d'une clé USB, ça existait encore à l'époque, un projet qu'on avait écrit à deux au lycée, où on montait une boîte de prod audiovisuelle et où on investissait dans un car régie, des caméras, des micros, tout ce qu'il faut Alors, pour finalement faire le même métier mais en indépendant. est-ce que c'est pas du domaine du rêve à ce moment-là? Ouais, si, bien sûr. Et je repose ma question, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie professionnelle où tu te dis, j'y vais? Là, ma prochaine étape, ça sera de Hmm. créer ma boîte. Alors je crois que le déclic a été quand Weo a annoncé qu'il déménageait. On était à l'époque dans les bâtiments du Nouveau Siècle. Ils nous ont dit, on déménage et on rejoint à la Grand Place les bâtiments de la Voie du Nord. Et moi, je me suis dit, je ne ferai pas le déménagement. Je termine la saison, je vais jusqu'au bout de mon rôle de réalisateur d'émission, mais je ne ferai pas le déménagement, c'est le bon moment, je me lance. Parce qu'il y a quand même un côté, on saute dans la piscine, à un moment donné, faut y aller, quoi. Donc je pense que j'avais l'idée à un moment donné, mais ce prétexte de dire je prendrai pas, je ferai pas mes cartons pour aller de l'autre côté de la rue. Je pense que ça valait le coup. C'est peut-être ça qui t'a poussé un peu. Mm. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Et je t'ai présenté tout à l'heure comme un serial entrepreneur. Est-ce que tu peux me parler de ce projet entrepreneurial, premier projet entrepreneurial, pardon, dont je me souviens, à cette époque-là, on s'est connus, Passive Records, euh, une belle petite structure, peut-être 4, 5, 6 personnes, au fin fond de Roubaix. Et c'est à ce moment-là où je t'ai connu. Est-ce que tu peux me parler à un moment ou à un autre, je pense, c'est ton premier projet, Bien ta sûr. première association. Est-ce que tu peux me donner deux mots de cette première structure? Ouais, Passive Records, ça fait longtemps que j'ai pas ressorti ce nom du placard, mais qui est toujours la structure aujourd'hui et qui s'appelle Les Fabricants. C'est Passive Records, hein, dont le nom a évolué. Passive Records, c'est l'émanation de notre premier métier à Benjamin et à moi, en étant dans l'audiovisuel. Il me semble même que c'est le nom d'une association qu'on avait montée quand on était en post-bac, qui nous permettait avec des copains d'avoir du matériel, notamment audio, en commun. On leur a demandé si on pouvait garder le nom pour créer la structure. Et donc, notre premier métier, quand on était associé avec Benjamin à 50-50 dans Passive Records, c'était de faire de l'audiovisuel. Donc, on faisait des tournages pour les grands retailers, notamment de la région. Et moi, je faisais aussi un petit peu de télé à Paris. Donc, on avait gardé le même métier qu'avant, mais en indépendant plutôt qu'en CDI. Puis, on a eu une opportunité, un oncle à moi qui dort à la maison un été et qui me dit, tiens, au boulot, j'aurais besoin d'un planning pour réserver mes salles de formation. Est-ce que tu saurais faire ça? Je ne sais pas pourquoi il me pose la question. Et tu as dit oui. Mais en tout cas, j'ai dit, bon, j'ai pas dit oui, j'ai dit, écoute, je vais en parler à Ben, je reviens vers toi. Je pense qu'on était à une époque où si ton métier c'est d'avoir un écran devant les yeux, bon bah tu sais faire du web, faire des photocopieurs, régler les imprimantes, tu sais tout faire. Tu vois, voilà. Donc j'en parle à Ben, et Ben me dit, ouais, tiens, ça pourrait être intéressant. J'ai toujours un peu codé sur ma calculette Casio à l'école. J'ai bien envie d'essayer en autodidacte. J'ai l'avantage d'avoir un associé qui est comme ça. Tout est possible. Donc, bah, j'ai fait un devis, 20 000 euros, je m'en souviens très bien à l'époque, on n'avait aucune foutue idée de ce qu'on allait réussir à faire là-dedans. Mais comme c'était mon oncle, c'est passé, on a eu le projet. Et alors, ce projet, c'est pour une boîte qui s'appelle Boston Scientific, et nous, on travaillait pour l'Institut de formation Europe, qui est à Paris. Et donc, ce client est client chez nous depuis 12 ans. Il a pesé jusqu'à 98% de notre chiffre d'affaires dans les premières années. Hein. C'est clairement lui qui nous a lancés. Alors, c'est plus vrai aujourd'hui, heureusement. En revanche, il est toujours client, encore pour, je touche du bois, encore pour au moins un an, parce qu'on vient de reconduire notre contrat. Et aujourd'hui, on a créé pour eux une application qui s'appelle eCare et qui, en gros, accompagne la formation des chirurgiens en Europe pour être implanteurs de valves cardiaques de la marque Boston. Ouais.
Comment tu passes ces premières années de ta vie Mm, entrepreneuriale mm, où, je ne sais pas comment vous viviez mm, économiquement, sereinement, je ne sais quoi. Comment ça se mm, passe ces premières années? mm, Tu as créé pour la liberté. Est-ce que tu t'es senti libre? mm. Comment tu étais à cette époque-là? Alors, c'est sûr que ce virage de basculer de Hmm. l'audiovisuel au web, il a vite été assumé parce que poursuivre une carrière dans l'audiovisuel, en tout cas pour moi, ça voulait dire Paris. C'est un métier qui est ultra concentré Hmm. à Paris. Une fois que tu as fait WEO ou France 3 Nord-Pas-de-Calais, tu as tout fait ici en région. En tout cas Hmm. pour ce qui est de la télé, parce que moi j'aimais beaucoup la télé. J'ai fait un temps à Paris, j'ai un peu bossé notamment pour Hanouna. Bon, à la fois le sens plus la vie parisienne, pas trop mon truc. Donc cette bascule dans le web m'allait bien. Mais j'ai vite dit à Ben, je te préviens, moi faire du dev au sens développement informatique, ça m'intéresse pas. Mais développer l'entreprise, ça m'intéresse. Je t'aime bien, mais chez Weo, on avait une équipe, quoi. On était plusieurs, j'avais des collègues, tout ça. Bon, là, on est à deux, dans le bureau Hmm. au-dessus du travail de ta maman, au fin fond de Roubaix. Bon, moi, j'ai envie d'autre chose. Hmm. Et le deal, ça a été ça, quoi. Donc, bah, écoute, Ben, tu développes la compétence technique, et moi, j'essaye de développer l'entreprise. Donc, c'est né comme ça. Mais avec bah, tout ce que, aujourd'hui, notamment grâce à l'APM et aux rencontres, je connais, mais sans, à l'époque, sans mission, sans raison d'être, sans valeur, sans aucun repère, sans aucune formation en gestion d'entreprise, faire notre premier recrutement, faire des devis, faire des contrats, faire des choses comme ça, on ne savait pas du tout. On s'est pas mal cassé les dents les premières années. On a la chance que dans le service, on peut quand même vite rebondir. Il n'y a pas beaucoup d'investissement, des choses comme ça. Donc, on vivait plutôt bien. On n'était pas riche, mais on vivait bien. Puis, il n'y avait pas de contraintes, tu vois, pas de charges. Hmm. Ok. Tu parlais de ton premier recrutement. Souvent, Ouais, quand on est entrepreneur, on s'en souvient. ouais, Tu te souviens de qui c'était, comment ça ouais, s'est passé, ce que ça ouais, représente? ouais. Je m'en souviens très bien. C'était un alternant, d'ailleurs, je crois, qui venait de Epitech. Je pense qu'il s'appelait Sébastien. Il était très Sébastien, sympa. si tu nous entends. Sébastien, si tu nous entends, on t'embrasse. Hmm. On ne s'est pas revu depuis. Mais non, je regarde plutôt un bon souvenir. Je garde un très bon souvenir du deuxième recrutement qui, lui, était en CDI, notre premier CDI, qui s'appelait José. On est resté en contact, on s'envoie des petits Hmm. messages de temps en temps. Et José, il a débarqué, il parlait pratiquement pas un mot de français, il venait de Malaga. Voilà, on l'a accompagné, il a fait 1 an de chemin avec nous, Hmm. c'était très bien. Et puis, bon, voilà, après, ça a vivoté comme ça pendant 3 4 ans jusqu'à ce que on se fasse accompagner pour un petit peu structurer Hmm. l'affaire, quoi. C'est marrant, ces premiers recrutements, les entrepreneurs s'en souviennent toujours. Ça fait Ah partie, ouais, la première facture, le premier client, absolument. le premier recrutement, ça reste très Mm, important. Passive Records démarre avec ce mono-client dans un premier temps, on mm, élargit son business. mm, Et moi, j'ai cette perception, parce qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, Nicolas, c'est que ton entreprise, il y a une vraie phase d'accélération, mm, un petit peu avant Covid, mm, après Covid, mm, et puis on passe d'une vision que j'ai peut-être pas artisanale, mais de la TPE mm. à une société qui se met vraiment accélérée, où là, à chaque fois qu'on se voyait, tu cherchais 5, 10, 15, 20 personnes, et Mm, puis ça grimpe, ça grimpe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé, et je mm. pense qu'on peut vraiment parler, et Ouais. te rendre vraiment dans une phase de Mm, croissance très forte. Comment tu l'as vécu? Comment tu vis cette première grosse accélération? mm. L'élément déclencheur, c'est un accompagnement qu'on a fait avec Benjamin pour savoir un peu ce qu'on faisait en fait. Parce qu'on ne savait pas trop. Notre boulot jusqu'à 2019 se résumait à vendre des lignes de code. Et vendre des lignes de code, bah, t'es pas sûr de l'impact. Moi personnellement, je sais pas le faire. Compliqué. Et avec ce rapport qui existe dans nos métiers du digital, hein, où on développe des applis, des sites web, qui est de dire, bah, avant que ce soit fait, il y a une part d'inconnu. Et puis vendre des lignes de code, ça n'est qu'un moyen. Absolument. Ouais. Ça n'est qu'un moyen, ça n'est en aucun cas garant d'un Ouais. résultat ou de quelque chose Donc vous vous qui a faites de accompagner l'intérêt. tous les deux. L'idée de cet Ouais. accompagnement, c'est quoi? C'est clarifier votre vision, repenser votre modèle, c'est quoi? Alors, c'est d'abord un accompagnement du dirigeant, donc de Benjamin et moi. Et on a fait un petit exercice que tu dois connaître qui s'appelle l'ikigai. À quoi je suis bon, qu'est-ce que j'ai envie de Hmm. faire, ce pourquoi je peux être rémunéré, etc. Et ce qui émerge, c'est le projet. Et là, ça nous ouvre un champ des possibles incroyable. Parce que là où on ne vendait que la maçonnerie,
bah maintenant on peut vendre l'architecture et l'ingénierie. Donc vous allez mettre du sens à votre projet. Exactement. Et suite à ça, du coup, on se fait accompagner sur un volet plutôt économique et valorisation du travail pour se rendre compte que bah, jusqu'à présent, on ne facturait qu'à peine 50% de notre travail, à savoir le code. Mais avant de faire du code, il y a énormément de choses, beaucoup d'accompagnement, du design, de la réflexion, de l'étude du besoin. Donc tout ça pour dire, bah, on va se mettre maintenant au service d'un projet et notre métier, ça va être d'incuber un projet et on va tout faire pour que ça marche et ça n'est plus limité à la simple fonction de développer du code. Alors, est-ce que c'est ce travail de cohésion d'associés qui fait que la société se met à accélérer? Non, Ouais. pas que, si. Alors, en grande partie, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout un travail sur le modèle économique qui en découle. On pourra en Tu peux dire un mot si tu approfondir veux. parce que Ouais, c'est à ce moment-là qu'il y a l'introduction de l'économie de la fonctionnalité, c'est ça? exactement. Donc à ce moment-là, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'EFC, économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je peux te lancer un challenge. Je t'en prie. En 1 minute, Ouais, nous expliquer ce que c'est le FC. ouais. Je vais commencer par le F et le C, la fonctionnalité et la coopération. C'est très facile. On sent que le discours est rodé, c'est Ouais. beau. La fonctionnalité, c'est avoir besoin de la fonction et non de l'objet. C'est avoir besoin du résultat et non, encore une fois, de l'objet, ou en informatique, pour le coup, on appelle ça une fonction. Par exemple, tu n'as pas besoin d'une tondeuse, Hervé, tu as besoin de tondre ta pelouse, ce Oui. qui n'est pas du tout la même chose. Et pour ça, tu vas mettre en place une coopération avec tes voisins, et vous allez acheter une tondeuse pour 5, au lieu que vous ayez chacun votre tondeuse. Mais Ça, le c'est seul le C. moyen, ça, c'est le E, c'est la fonctionnalité et la coopération. Parce que si tu n'as pas de coopération, tout le monde va vouloir tondre en même temps, c'est pas possible. Donc chacun va acheter sa tondeuse. Si tu coopères et que tu t'organises un minimum et que tu prends conscience que tu ne seras pas plus épanoui dans ta vie en possédant une tondeuse pour toi tout seul, tu as juste besoin de tondre, alors il n'y a aucun problème pour la partager avec tes voisins. Quand tu rajoutes le E, bah, tu rajoutes la dimension économique, donc tu appliques ce principe-là à l'entreprise. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec nos clients avec comme objectif de succès, comme élément, facteur clé de succès numéro 1, la coopération, en partant du principe que si on ne coopère pas, il y a très peu de chances qu'on t'amène au résultat souhaitable. Et on ne va pas s'intéresser à empiler des fonctions dans ton application, mais plutôt à te dire quel résultat tu veux atteindre ce mois-ci, qui a de l'impact pour ton entreprise et qui s'inscrit dans ta stratégie. Plutôt pas mal, 1 minute 16. Bravo. Je progresse. Alors, travail d'associé, vous clarifiez vos envies, vous redonnez du sens à votre métier, l'économie de la fonctionnalité. Et puis, il y a une sortie de Covid, le digital devient une évidence pour toutes les entreprises. Est-ce que tu aurais quelques KPIs à nous donner entre Passive Records en 2018, peut-être 2019, et les fabricants 2021-2022? On passe de quoi à quoi? Alors, à partir de 2018, je crois, on double de taille tous les 2 ans. Et donc, à partir de 2018, en termes de chiffre d'affaires, je pense qu'on fait ça de 300 000 2018, 600 000 l'année d'après, 1 million, 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions, quelque chose comme ça. Ok. Comment on vit la croissance? Il y a un côté euphorique et il y a aussi un côté vertige, quelque part. Et encore une fois, c'est un travail d'associé aussi de vite s'accorder sur le fait qu'on est d'accord pour y aller. La croissance, entre guillemets, si on fait, j'en sais rien, entre 5 et 10% par an, croissance relativement naturelle, ce qu'on avait fait jusqu'à présent d'ailleurs, n'a rien à voir avec, entre 8 et 10 recrutements par an, une gestion financière qui est autre, un pilotage qui est autre, peut-être un peu de middle management qui commence tout doucement à s'installer. Et puis après cette phase de croissance folle, il y a aussi la phase de maintenant il faut maîtriser les enjeux business, il faut être sûr que ça rentre, parce qu'une fois qu'on s'est mis les charges à un certain niveau annuel, à l'inverse, ça devient la contrainte. Très Donc, bonne c'est un peu dans les transition. deux sens. C'est quoi les premiers doutes dans ce contexte de croissance où tout accélère, mais les charges aussi accélèrent, Ouais. les locaux deviennent plus petits, il y a du monde, il y a du management, il y a des clients et la pression. Est-ce qu'il y a des premiers doutes qui apparaissent? Si oui, c'est lesquels? Moi, le premier doute, c'est le moment où on quitte ce qu'on appelle la pizza team, où on peut, sur un claquement de doigts, dire « Bon, les gars, on se mange une pizza, on se retrouve autour de la table avec cette convivialité qu'on peut avoir dans un petit nombre de personnes. » Et donc, c'est est-ce que je suis prêt à ça? Donc, Et si oui, jusqu'où? C'est le changement de locaux
qui fait ça? Ouais, Qui est le le symbole? changement de locaux, mais le changement de taille aussi, en nombre de personnes. Une fois qu'on est 30, 35, 40, 45, on n'a plus la même proximité que quand on est 8 Mm. et au début. À la fois pour nous et à la fois pour les collabs, hein, qui Mm. sentent aussi qu'on est un peu plus loin d'eux. On est moins dans le bureau parce que notre rôle, c'est quand même d'être dehors et de représenter l'entreprise. Et puis on passe aussi d'une période de notre vie d'entrepreneur où on fait tout. On commande le café, on sort les poubelles, on fait la compta, on va Mm. chercher le bise, on fait la RH, on fait la paye, on fait tout ça. À, Ouais. il faut se faire aider, accompagner et structurer un peu ce qu'on appelle les fonctions support de Ouais. l'entreprise, quoi. Je reviens sur la question de Ouais, départ. Donc, Passive Records 2018, ouais. vous êtes peut-être 7, 8, 10. Et si je fais un bond en avant, Mhm. au summum du plus de monde, Ouais. vous êtes à combien? On est à une petite cinquantaine Ouais. et on est début 23. Et Fin là, 22, on début déménage, 23. on quitte Roubaix Ouais, et on va à Croix, c'est ça? absolument. Et on Ouais. s'installe Croix-Centre dans le site de la Maillerie pour celles et ceux qui connaissent. Et je remonte un tout petit peu. Au 1er janvier 2020, on change de nom pour s'appeler Les Fabricants. Ah, pourquoi? Pourquoi Parce changer de que, nom? parce que Passive Records, c'est un autre métier. C'était une autre boîte finalement. C'était peut-être l'ambition d'être une boîte de prod, j'en sais rien, ou d'être dans l'audiovisuel. C'était plus ça. Et donc le storytelling, ce que racontaient les fabricants, en tout cas nos collaborateurs, maintenant on les appelle les fabricants, et vous demandiez à un collaborateur c'est quoi Passive Records? Ah bah, Passive Records, c'est la boîte de Mm. Ben et Nico quand ils faisaient de l'audiovisuel. Ah oui, mais vous faites plus ça. Ah oui, mais ça s'appelle... Bon, il fallait tuer le truc et passer à autre chose. Donc on a travaillé avec les collabs, et on a choisi de Ouais. s'appeler les fabricants. Cette phase d'accélération, tu l'as dit, c'est euphorique, on est Mm. emballé, il y a plein de sujets, il y a plein de projets. Il y a des doutes. Est-ce qu'il y a des premières déceptions? Mm. Euh, une première déception, je crois, qui doit être en 2019, qui est à peu près au moment où on commence à basculer et à changer de modèle. On a un client toxique. On a un client qui est non seulement toxique, donc c'est un client Je vais utiliser qui... mon joker. Tu veux donner son nom ou pas? Ouais, je peux donner son nom si tu veux, il s'appelle... On l'embrasse. Non, client qui était toxique pour nous. Ça marchait pas, on s'entendait pas bien. Il nous devait de l'argent, il n'était pas satisfait de nous de toute façon, on n'arrivait plus à s'entendre, on n'arrivait plus à communiquer. Mais il avait une forme de pression qu'il exerçait sur nous qui était devenue trop malsaine. Mm. Et un matin, on se retrouve avec Ben au café. Ça va, ouais. Je suis allé chez le médecin hier, j'étais coincé du dos, j'avais mal partout. Je suis allé chez l'ostéo, il m'a fait craquer, je me suis mis à pleurer. Ah bon, moi aussi? Ah bon, toi aussi? Ouais. Parce qu'en fait, ça faisait un mois qu'on dormait avec dans notre lit. Donc Nous physiquement et pourrissait. moralement. Ouais, ouais. Ouais. On s'était laissé atteindre par un client. Et là, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il nous doit là? Il nous doit, je sais plus, 30 000 euros, qui était énorme à l'époque, hein. Quand tu fais 300 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros, je ne vous fais pas le dessin, mais ça a beaucoup d'impact. C'est 10%. Voilà. C'est bon, on peut s'en passer? On va se démerder pour s'en passer. Allez, on rachète notre liberté. C'était le prix de la tranquillité et de la liberté. Exactement. Ouais. On rachète notre liberté. Et à ce moment-là, on se dit, bon, 30 000 euros pour la liberté. Voilà. Et donc, on a dit au revoir à ce client. On a laissé notre ardoise. Mais vous Et, avez racheté votre liberté. et on a racheté notre liberté. Et on ne regrette pas. On a Ouais. bien fait. Tu as parlé à plusieurs reprises de Ben, Ouais. qui est ton associé et ami. Mm. Dans la vie perso, on dit toujours que ce qui met à l'épreuve un couple, c'est de construire une maison. Mm. Faire les plans, choisir les matériaux, piloter l'archi et tous les entrepreneurs. Dans l'entrepreneuriat, souvent les associations, ça dure 5-7 ans et c'est pas toujours évident. C'est ta première association. Ouais. C'est également la dernière, et tant mieux. Quoique, il y en a d'autres qui sont venus derrière, mais en tout cas, c'est ton Absolument. associé. Qu'est-ce qui fait que ça marche avec Ben? Je pense qu'on a un rapport au pouvoir très sain qui fait que dès le départ, on a choisi de se mettre à 50-50. Donc aujourd'hui, on n'a plus 50-50 des parts de l'entreprise, parce que nous avons d'autres associés. Mais en tout cas, les parts qui nous restent à deux, on a toujours le même nombre de voix au chapitre. Qui fait que, de facto, on n'a pas un qui peut avoir raison sur l'autre. Et donc, on cultive depuis 12 ans maintenant cette vision qui est de dire soit
je dois argumenter jusqu'à ce que j'arrive à te convaincre. Et si je n'y arrive pas, alors il faut qu'on trouve une autre idée à deux. J'ai une question. C'est qu'il y a une troisième voie non explorée. Question. Ma question, c'est globalement, qui a le plus raison entre vous deux? Ou quelles sont les idées de l'un ou l'autre qu'on suit le plus? Mm. Tu saurais me le dire? Non, c'est kiff-kiff parce que c'est pas sur les mêmes enjeux. Tu dis ça parce que tu as peur qu'il écoute le podcast ou pas? Absolument. Bon, Merci de respecter. C'est normal, tu me l'avais demandé. C'est toi qui dis Ouais. happy wife, happy life. Là, C'est pareil avec ouais, son avec les associé. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier, s'il y en a eu un, ton premier désaccord profond que tu as pu avoir avec ton associé? Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que tu t'en souviens? Et comment a-t-il été traité? Non, j'ai pas de souvenir de désaccords profonds. Des désaccords du quotidien, oui. En période de stress, en période un peu plus tendue économiquement, tout ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Mais de désaccords profonds qui auraient pu amener à une rupture, à aucun moment, je parle pour moi, j'espère que Ben dira la même chose, à aucun moment je n'ai remis en question notre association, ou à aucun moment je me suis dit je serais mieux sans Ben. Jamais, jamais, jamais. Si tu avais 2-3 conseils à donner à nos auditeurs sur le secret d'une bonne association entrepreneuriale, ça serait quoi? Eh bien, c'est comme dans un couple où on dit que l'amour, c'est pas déclaratif, c'est du travail. Et je pense que la coopération, c'est vrai en terrain associé, c'est vrai en interne dans l'entreprise, c'est vrai avec les clients. C'est pas déclaratif, c'est du travail. Et donc, si on ne travaille pas avec son associé la coopération, à échanger, à parler, à garder la complicité qu'on a, parce que oui, il y a eu des phases du projet avec Ben où on pouvait prendre 1000 décisions en se regardant. On n'avait même pas besoin de parler, parce qu'on se connaît par cœur. Et il y a d'autres moments où peut-être on s'est un peu éloigné, parce qu'un projet qui prend le dessus, parce qu'un day-to-day, parce que j'en sais rien, parce qu'il était à droite, moi j'étais à gauche. Et toujours on prend le temps, on se retrouve, ça peut être un déplacement en bagnole, ça peut être on s'appelle un soir, ça peut être on boit une bière un week-end. Mais toujours, on se retrouve, avant tout comme amis, parce qu'on est avant tout des amis, c'est comme la famille, mais on s'oblige à se parler. Et ça, c'est important, je pense. Et ça s'anime, ça peut pas être déclaratif. Ça me fait penser à ce qu'on dit souvent, c'est que vaut mieux d'abord se connaître dans le monde professionnel et monter une société ensemble que d'être amis et d'amener l'amitié ou l'amour dans le monde professionnel. T'es un exemple. Oui, mais j'ai vécu le contre-exemple Ouais. de travailler avec un ami et ça s'est pas très bien Ouais. terminé. Donc, C'est que c'est le bon ami avec qui tu pouvais. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. J'aime beaucoup cette expression, il faudrait la reprendre. J'aime beaucoup. Si on parle un peu de ton aventure entrepreneuriale, là je vais interpeller nos auditeurs. Moi, on m'a toujours appris, quand on fait la croissance externe, une fusion, avant d'annoncer à tout le monde ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on fait? On valorise, on discute, on échange, on passe par le juridique, on signe, et une fois que c'est signé, archi-signé et mis dans le coffre-fort, seulement à ce moment-là, on en parle aux collaborateurs. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Nicolas, il n'a pas fait comme on nous dit de faire. Et pour autant, ça s'est bien passé. Est-ce que tu pourrais nous parler en 2-3 minutes de cette fusion que vous avez faite d'une entreprise, je te laisse l'expliquer, Ouais, sans avec plaisir. respecter, je ne sais pas si c'était les règles de l'art, mais en tout cas la prudence qui est souvent invitée à faire. Et pour autant, ça a bien marché. C'est vrai qu'on l'a fait à notre sauce. En avril 2023, on rencontre les dirigeants d'une société qui s'appelle Inuit, qui est une société de design product, UX, UI lilloise, qui a une vingtaine d'années. Et très vite, on décide que on va s'associer, on va faire quelque chose ensemble, et plutôt sous la forme d'une fusion. Et Donc vous je vous précise, rencontrez d'abord entre dirigeants, entre dirigeants. les associés, donc vous deux d'un côté, ou Voilà. 2 ou 3 d'un côté, et 2 ou 3 de l'autre côté. Et Renaud et Donc vous Aymeric créez de l'autre l'envie, côté. l'intention de C'est vous ça. associer. C'est ça, des dirigeants qui discutent ensemble d'un projet commun. Et très vite, on se met d'accord qu'a priori, ce ne sera pas un rachat, il n'y a personne qui a à vendre, ni l'autre qui a envie d'acheter, mais plutôt une fusion. Donc, une fusion, le principe, on valorise les deux sociétés, et puis Inuit apporte la valeur de ses parts dans la société Les Fabricants, et devient associé à proportion de ce qu'ils apportent. Une fusion-absorption. Absolument. Ok. Mais nous, on décide de démarrer par les équipes. Et donc, on se rend compte en Sans avril... avoir signé de Rien. documents officiels, de valorisation, etc. On n'a même pas fait la valorisation, rien du tout. Donc en avril 23, on se parle, on se dit tiens, ça pourrait être cool de fusionner. Et en mai, on en parle aux équipes, tout de suite. En leur disant, de
De toute façon, si vous ramez dans le sens inverse et que cette fusion, vous ne la voulez pas, comme nos entreprises n'ont qu'un capital humain, on n'a pas de technologie, on n'a pas de brevet, on n'a rien, on ne le fera pas. Nous, on a envie de le faire, mais on a envie de le faire avec vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça ne marche pas? Et travaillons, on se donne un an pour bosser, pour que cette fusion fonctionne. Et donc, pendant des mois, on a bossé donc, de mai à septembre 23 avec les collaborateurs sur comment on fait pour que cette fusion réussisse. C'est quoi l'intérêt? Est-ce qu'on est d'accord que un certain nombre d'éléments de nos sociétés, on va devoir les abandonner pour en créer d'autres? Nous, on avait écrit une vision et une mission. Inuit aussi, poubelle, il faut recommencer, il faut recréer une commune. Sinon, on contraint l'autre, on le force, on ne l'accueille pas. Et en septembre 23, on décide d'être sous le même toit. Donc, ils déménagent, ils plient on n'a boutique. toujours pas de document officiel signé, de valorisation, etc. Alors, on a fait les valorisations. Vous avez commencé. Et on a signé ce qu'on appelle un term sheet. Ouais. Mais là, juste une semaine avant qu'ils emménagent. Ouais. Et la fusion, elle sera signée le 20 août 2024. Donc quasiment un an après qu'ils aient emménagé chez les fabricants. Donc vous avez vécu ensemble pendant plusieurs mois. On a fait coloc. Voilà, vous avez fait coloc. Et parce que la coloc se passait bien, vous avez finalisé effectivement les aspects juridiques, financiers, etc. Au lieu de faire un mariage arrangé, ouais. On a vécu sous le même toit avant de se marier. Et on est très heureux. Si c'était à refaire, tu referais la même chose? Oui. C'est ultra énergivore. Hein. C'est pas le plus efficient ou confortable. En revanche, dans des sociétés comme nous, où c'est des sociétés de services et que avant tout l'humain au centre de la valeur de l'entreprise, pour moi, c'est indispensable. Indispensable. Ouais. Comment tu réagis à ceux qui pourraient te dire, ou qui auraient pu te dire à l'époque, tiens Nicolas, avant d'accueillir ton futur partenaire, avant de mobiliser tes équipes, est-ce que tu ne crois pas qu'il serait plus prudent de verrouiller tout ça, valoriser, signer des term sheets, des time sheets, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien dire la coopération avant la contractualisation. C'est pas un contrat qui va faire que ça marche. C'est si on s'entend bien, si on coopère bien, si on arrive pour nos clients, à avoir une vraie valeur ajoutée en s'associant. Si tout ça n'est pas réuni, tu peux signer tous les contrats que tu veux, ce sera une association vide de sens. Donc nous, on a plutôt commencé par le sens, la valeur, et ce qu'on pouvait amener aux clients et à travailler le vivre ensemble. Aussi à trouver la place de chacun, puisqu'on accueille 2 dirigeants fondateurs qui ont une boîte qui a 20 ans. En âge pur, ils ont une dizaine d'années de plus que Benjamin et moi. Ils étaient tous les deux à 50-50. Tiens, on le connaît, ce schéma-là. Ils sont une douzaine. Comment on leur laisse la place? Comment on les accueille? Ils vont devenir associés minoritaires d'une nouvelle boîte, d'une nouvelle histoire, qui continue de s'appeler Les Fabricants. Donc tout le travail a plutôt été comment on accueille ça, comment chacun trouve sa place dans cette nouvelle association, puis seulement on appelle les avocats et on leur fait faire des papiers. Encore une fois, je pense que cette partie juridique, elle est nécessaire, mais de mon point de vue, c'est pas le bon point d'entrée. Voilà. Ok. On a parlé de Passive Records, qui est ta première entreprise, on a parlé de sa première accélération, de première croissance. Et puis il y a aussi une première création un peu loin de ton métier de base. On parlait d'audiovisuel, on a parlé de digital, et puis tu as une première société que tu crées, tu en as créé d'autres aussi, qui n'a rien à voir avec ton métier. C'est la Binouze. C'est la Binouze. Tu peux nous parler de la brasserie du Goulot? Ouais, en 2019, on a lancé ce projet un peu fou d'ouvrir une brasserie artisanale. On a trouvé un petit local à Roubaix pour faire ça. On a ouvert en plein Covid, c'était formidable, en plein confinement. Nous, on a le sens du timing. Gros challenge. Qui a bien marché. On a vécu des belles années avec Roubaix. On a ouvert un deuxième site, une deuxième brasserie à Vimereux, sur la côte d'Opale, avec une bière qui s'appelle Baston, que normalement, que si vous allez sur la côte d'Opale, vous devez la trouver un peu partout. Goûtez la Baston. Parce qu'Antoine fait bien son job et fait en sorte qu'on soit dans tous les magasins. Si tu nous entends. Antoine, continue. On a passé la main à Roubaix, à une nouvelle équipe, parce qu'on n'arrivait pas à faire exactement ce qu'on voulait, ça devenait très chronophage pour nous. On est toujours propriétaire de l'établissement. Et là, on a
ce qui pour nous est l'ultime projet de la brasserie artisanale. Nous allons ouvrir dans quelques semaines une nouvelle brasserie artisanale, mais qui est intégrée à un restaurant. Et donc toute la bière brassée sur place sera bue uniquement sur place, circuit court, plus d'emballage, plus de transport, dans un lieu qui s'appellera Big Luck et qui est dans les Grands Moulins de Paris, à Marquette-les-Lilles, dans un ancien site industriel absolument incroyable. Regardez et restez attentifs sur LinkedIn, Et vous en peut-être que entendrez Laurentin bientôt pourra faire parler. partie des prochains invités de ma première fois. Ouais, absolument. Tu as connu de la croissance et quand on a préparé ce rendez-vous, tu as connu aussi, comme beaucoup modèles agences digitales, des périodes plus difficiles. Je ne sais pas si on peut parler de stagnation ou de décroissance. Ouais. Et je te remercie de vouloir en parler parce que c'est Ouais, pas bien toujours sûr. facile Mm. d'oser prendre le temps de parler de périodes plus difficiles. C'est qu'on a accéléré, on s'est taillé, on a pris des bureaux pour accueillir plein de monde, on s'imaginait aller plus loin. Et puis, on rentre dans une période qui est plus difficile. Est-ce que tu veux bien nous en dire un mot, Nicolas, sur cette première situation de décroissance ou de difficulté? Ouais, alors on a la chance d'avoir réussi à se stabiliser. On n'est pas encore, on n'a pas fait de décroissance, mais 2023 beaucoup plus challengeant. Ouais. On sent que ça s'est durci. C'est toute la conjoncture que l'on vit, hein. Je pense que les effets du Covid ont encore été là en 2021, 2022, avec une planche à billets qui tourne, avec des emprunts qui sont très peu chers, avec un retard aussi en digitalisation à rattraper. Mais une fois que ce retard est rattrapé, une fois que les taux d'emprunt sont remontés, une inflation et donc une baisse de la consommation qui fait que nos clients, assez historiquement dans le retail, dans le Nord, sont aussi en souffrance, bah forcément, l'agence qui est le prestataire de toutes ces grandes entreprises, c'est aussi leur première variable. Donc oui, les budgets se sont énormément contraints ces dernières années, mais je pense que c'est toujours l'occasion de se réinventer, de faire autrement, et peut-être qu'on était un petit peu trop retail-centric du Est-ce Nord et que qu'il était temps de faire est-ce autre que c'est chose. les premières décisions difficiles? Oui, c'est aussi les premières décisions difficiles, parce on a dû faire des départs. Alors, les premiers, on interrompt les périodes d'essai, on renouvelle pas un contrat, voilà. Mais ceux d'après, où il faut aller voir des collaborateurs, leur demander de partir, alors que bah, non seulement ils sont bons, mais en plus qu'ils ne gâchent rien, on les aime bien. Ça, bah oui, c'est Ouais. pas marrant. Et donc, il faut le faire bien, il faut le faire sobrement et encore une fois en coopération. Je pense qu'on a la chance d'avoir un excellent climat social dans l'organisation qui nous a permis de dire, messieurs, dames, on est trop nombreux, que ceux qui peuvent partir le fassent, parce que ce sera le seul moyen que les fabricants perdurent. Et ça s'est fait en très bonne intelligence. On a appris énormément de choses avec ces départs. Je les remercie tous d'ailleurs, et c'est des gens avec qui on a gardé contact, continuent de venir boire un verre de temps en temps au bureau, et j'en suis ravi. Et puis bah, maintenant, on va de l'avant, c'est reparti, on a des nouveaux contrats qui arrivent, dans des nouveaux secteurs d'activité, ce que l'on voulait, on est rentré en maîtrise un petit peu plus de notre croissance. Peut-être aussi que notre apprentissage, c'est que on est sorti d'une période avec énormément d'appels entrants, on n'a jamais fait vraiment de bizdev, et bah maintenant, il faut en faire, Ouais. quoi, parce que quand on atteint une certaine taille, bah, faut aller le chercher. Question simple, réponse simple. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette période plus difficile qui vient chahuter, où le bateau il tangue un peu? Qu'est-ce que ça t'apprend en 30 secondes? Je pense que c'est toujours l'humain d'abord, l'humain en premier. Il faut absolument protéger ça, protéger ce capital humain. Ça m'a aussi appris que des départs, c'est pas forcément un drame. Ça arrive. C'est pas forcément la honte de plus être en croissance ou d'être en décroissance ou de stagner. Voilà, ça arrive, ça fait partie du jeu d'entrepreneur. On a cette image peut-être en France où perd son job, mon Dieu, ouais, faire partir des collaborateurs, licencier quoi, comment? Ouais, mais en fait, ça fait partie de la vie d'une entreprise. On a des très belles phases de développement. Puis bah, de temps en temps, on a une difficulté et il faut pouvoir se séparer de gens, même si on les aime bien. On a de la chance, on a des gens très compétents, très qualifiés, qui ont tout de suite retrouvé du boulot, on les a accompagnés au mieux, et ça, c'est super, quoi. Ça s'est fait dans un très bon climat, je trouve. On arrive tout doucement au terme de ce podcast. Déjà. Ouais, ça passe vite, hein, Nicolas. C'est quoi les prochains projets des fabricants ou de Nicolas Delbecq? C'est quoi? S'il y en avait un ou deux que tu pourrais nous présenter là tout de suite, ça serait quoi? Mon prochain projet, c'est de ne pas faire de projet tout de suite. Tu l'as demandé? Non, j'ai réalisé moi-même que, 1, 2, 3 ans, ça ne suffisait pas. Et que je devais vraiment me
Je pense qu'on a été dans... On sort de, allez, 4-5 années de développement. On crée des nouveaux projets. On a créé les brasseries, on crée Big Luck, on crée les fabricants, on fait une fusion, etc. Donc je pense que le prochain projet, c'est Faut de digérer. s'occuper de ces enfants correctement avant d'en faire un nouveau. Et donc de faire en sorte que toutes les équipes soient bien, que tout soit rodé et qu'on puisse aller jusqu'au bout d'un projet. Parce qu'à force de créer des nouveaux projets, ben, on finit par délaisser celui d'avant et de pas aller jusqu'au bout des choses. Et j'aime bien quand même aller jusqu'au bout des choses. Donc le prochain sujet, c'est tout le monde performant. Voilà. C'est pas mal ça. Tu sais qu'on m'a fait la même demande il y a quelques années, C'est vrai? d'arrêter de créer. Ça m'étonne pas. Nicolas, je te propose de laisser le mot de la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Et puis, peut-être, si tu avais des conseils à donner à nos auditeurs sur l'entrepreneuriat, ça serait quoi? Lourde responsabilité. Vas-y. Bah, c'est un voyage merveilleux d'entreprendre. Faut voir ça comme un chemin. Moi, j'ai le sentiment que ce sera jamais fini, que ce sera jamais abouti. Aussi dire que on n'est pas obligé d'être patron ou fondateur d'une boîte pour entreprendre. Il y a aussi plein de gens en entreprise qui sont des intrapreneurs et qui au quotidien entreprennent. J'ai la chance d'en avoir plein à mes côtés chez les fabricants. Et je pense que c'est aussi important de les valoriser parce que c'est une forme d'entrepreneuriat. Et puis, on peut entreprendre dans sa vie de tous les jours, on peut s'investir pour une cause dans l'associatif. Je trouve ça aussi riche. C'est peut-être la suite aussi que j'aimerais bien avoir dans ma vie professionnelle, un jour d'avoir une partie de mon entrepreneuriat peut-être un petit peu plus détachée du monde économique, mais plutôt sur le monde du bénévolat. Voilà, il y a 1000 facettes dans ce métier-là, mais il est beau, il est riche et c'est un chemin, il n'y a jamais d'arrivée, je pense. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. Merci. Bisous.